Chapitre 9. Quand il eut fini de neiger, Pinocchio, son beau livre de lecture neuf sous le bras, prit la rue qui menait à l'école. Et, tout en marchant, il imaginait 1000 châteaux en Espagne, plus beaux les uns que les autres. Et il se disait « Aujourd'hui, à l'école, je vais tout de suite apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire, et après-demain, j'apprendrai les chiffres et le calcul. Puis, avec tout ce que je saurai, je gagnerai beaucoup d'argent. Et, avec mes premiers sous, j'achèterai à mon papa un beau par-dessus en drap. Mais pourquoi en drap? Je veux qu'il soit tout d'or et d'argent, avec les boutons en diamant. Et il le méritera, parce que, pour m'acheter le livre de lecture, il a vendu sa veste, et il est resté en manche de chemise. Par ce froid, il n'y a pas beaucoup de papas qui seraient capables d'un tel sacrifice. Pendant qu'il se disait ça, il entendit, dans le lointain, une musique de fifres et des coups de grosse caisse. Pip, 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 zoum, zoum, zoum. Il s'arrêta net pour écouter. Ces sons provenaient d'une longue rue qui conduisait à une petite place installée sur la plage. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Quel dommage que je sois obligé d'aller à l'école, sinon... Il hésitait. Il fallait se décider, soit aller à l'école, soit aller écouter les fifres. Aujourd'hui, j'irai écouter les fifres, et demain, j'irai à l'école. Pour aller à l'école, on a toujours le temps, dit finalement ce coquin en faisant une cabriole. Sitôt dit, sitôt fait. Il enfila la rue et se mit à courir à toutes jambes. Plus il courait, et plus il entendait le son des fifres et de la grosse caisse. Pé, 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 zoum, zoum, zoum. À la fin, il se trouva dans une place remplie de gens qui se pressaient autour d'une grande baraque de bois et de toiles peintes de 1000 couleurs vives. « Qu'est-ce que c'est que cette grosse baraque ?» demanda Pinocchio en se tournant vers un petit garçon qui était à côté de lui. « Lis l'affiche, où c'est écrit, et tu le sauras. »« Je le lirai volontiers, mais justement, aujourd'hui je ne sais pas lire. »« Quel âne! Alors je vais te la lire. Sache donc que sur cette affiche, en lettres rouges comme le feu, il y a écrit « Grand théâtre de marionnettes ». « Et ça commence quand ?»« Le spectacle commence tout de suite. »« Ça coûte combien pour entrer ?»« 4 francs. » Pinocchio, mort de curiosité, perdit toute retenue et dit sans honte au petit garçon qui lui parlait « Tu peux me prêter 4 francs jusqu'à demain ?»« Je te les donnerai volontiers, » dit l'autre en se moquant de lui. « Mais justement, aujourd'hui, je ne peux pas. Pour 4 francs, je te vends ma veste. Que veux-tu que je fasse d'une veste de papier? Dès qu'il pleuvra un peu, il n'y aura plus qu'à la jeter. Veux-tu acheter mes chaussures? Elles ne sont bonnes qu'à allumer le feu. Et mon béret? Belle acquisition, vraiment. Un béret en mie de pain, c'est juste bon pour que les souris viennent me le manger sur la tête. Pinocchio était sur des charbons ardents. Il avait envie de faire une dernière offre, mais il n'en avait pas le courage. Il hésitait, mais il avait tellement envie de voir le spectacle qu'à la fin il dit « Veux-tu me donner 4 francs d'un livre de lecture tout neuf ?»« Je suis un petit garçon et je n'achète rien aux autres garçons, » lui répondit le gamin qui avait plus de cervelle que lui. « Pour 4 francs, je te le prends, moi, ton livre de lecture !» cria un chiffonnier qui se trouvait à côté et qui avait entendu la conversation. Et le livre fut vendu. Quand on pense que ce pauvre homme de Geppetto était resté chez lui, tremblant de froid, en manche de chemise pour acheter le livre de lecture. Chapitre 10. Quand Pinocchio
entra dans le théâtre de marionnettes, ce fut une révolution. Il faut savoir que la comédie était déjà commencée. En scène se trouvaient Arlequin et Polichinelle, qui étaient en train de se disputer et qui menaçaient de se donner des gifles et des coups de bâton. Le public riait à perdre haleine en voyant les deux marionnettes gesticuler et en les entendant se traiter de toutes sortes de noms, comme s'ils étaient de vraies personnes. À l'improviste, Arlequin se mit à déclamer et, se tournant vers le public et désignant de la main quelqu'un au fond de la salle, il commença à hurler d'un ton dramatique. « Saperlipopette, est-ce que je rêve? Mais là-bas, c'est Pinocchio !»« Mais oui, c'est Pinocchio !» cria Polichinelle. « C'est vraiment lui !» s'exclama Colombine, montrant sa tête derrière le rideau. « C'est Pinocchio! C'est Pinocchio !» hurlèrent en chœur tous les pantins en s'élançant hors des coulisses. « C'est Pinocchio! C'est notre frère Pinocchio! Vive Pinocchio! »« Pinocchio, viens sur mon cœur !» cria Arlequin. « Viens te jeter dans les bras de ton frère de bois !» À cette affectueuse invitation, Pinocchio sauta d'un bond du fond de la salle sur le premier rang, puis d'un autre bond du premier rang sur la tête du chef d'orchestre, et de là il sauta sur la scène. Impossible d'imaginer les embrassements, les caresses, les témoignages d'amitié et les démonstrations de sincère affection et de réelle fraternité que Pinocchio reçut de tous les acteurs et actrices de cette compagnie de marionnettes. Ce spectacle était très émouvant, on ne peut pas dire le contraire. Mais le public, voyant que la pièce ne continuait pas, s'impatienta et se mit à crier « Nous voulons la comédie! Nous voulons la comédie !» Tout ce vacarme ne servit à rien, parce que les marionnettes, au lieu de continuer à jouer la pièce, ignorèrent les cris et le vacarme qui redoublaient. Et, portant Pinocchio sur leurs épaules, la menèrent en triomphe sur la scène devant les feux de la rampe. Alors apparut le marionnettiste, une brute qui faisait peur rien qu'en le regardant. Il avait une barbe énorme, d'un noir d'encre, et si longue qu'elle descendait du menton jusqu'à terre. Il suffit de dire que quand il marchait, il la piétinait. Sa bouche était large comme un four, ses yeux ressemblaient à deux lanternes de verre rouge, et il tenait dans les mains un gros fouet, fait de serpents et de queues de renard attachées. À cette apparition inattendue du marionnettiste, le silence se fit. Tout le monde se taisait. On aurait entendu voler une mouche. Ces pauvres marionnettes, garçons et filles, tremblaient comme des feuilles. « Pourquoi tu es venu mettre la pagaille dans mon théâtre ?» demanda le marionnettiste à Pinocchio d'une grosse voix. « Je crois, illustrissime, que ce n'est pas ma faute. »« Ça suffit. Ce soir, nous ferons nos comptes. » Et il attrapa Pinocchio et le suspendit à un gros clou. Dès que la pièce fut terminée, le marionnettiste alla dans sa cuisine où il s'était préparé un beau mouton qui tournait lentement sur sa broche. Et comme il lui manquait un peu de bois pour finir de le cuire et de le rôtir, il appela Arlequin et Polichinelle et leur dit « Apportez-moi ce pantin que vous trouverez attaché à un clou. Et il me semble qu'il est fait de bois bien sec, et je suis sûr que, quand je l'aurai jeté dans le feu, il me fera une belle flamme pour finir de cuire mon mouton. » Tout d'abord, Arlequin et Polichinelle hésitèrent, mais, effrayés par un regard menaçant de leur patron, ils obéirent et retournèrent à la cuisine, en portant dans leurs bras le pauvre Pinocchio, qui, se débattant comme une anguille hors de l'eau, criait désespérément « Papa,
papa, au secours, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, au secours. Chapitre 11. Le marionnettiste Mangefeu, c'était son nom, semblait un homme épouvantable, surtout à cause de cette grande barbe noire qui lui couvrait toute la poitrine et les jambes comme un tablier. Mais dans le fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, c'est que quand il vit qu'on lui apportait Pinocchio, qui se débattait en hurlant « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» il commença à s'émouvoir et à s'apitoyer. Et, après avoir résisté un moment, à la fin, n'en pouvant plus, il laissa échapper un éternuement tonitruant. En entendant cet éternuement, Arlequin, qui était affligé et désolé comme un saule pleureur, se mit à sourire, et, se penchant sur Pinocchio, il lui chuchota à l'oreille. « Bonne nouvelle, petit frère, le marionnettiste a éternué, et ce signe montre qu'il a pitié de toi, et maintenant tu es sauvé. » Il faut savoir que si tous les hommes, quand ils se sentent remplis de compassion pour quelqu'un, soit ils pleurent, soit ils font au moins semblant de s'essuyer les yeux, Mangefeu, au contraire, avait chaque fois envie d'éternuer. C'était une façon comme une autre de faire connaître la pitié qu'il éprouvait. Après avoir éternué, le marionnettiste, renonçant à faire le croque-mitaine, cria à Pinocchio « Arrête de pleurer, tes lamentations m'ont donné une douleur au fond de l'estomac. Je sens un gargouillis qui... Ah, atchoum! Atchoum !» Et il éternua encore 2 fois. « À vos souhaits, » dit Pinocchio. « Merci. Ton papa et ta maman sont toujours vivants ?» lui demanda Mangefeu. « Mon papa, oui, mais ma maman, je ne l'ai jamais connue. »« Si je ne savais pas le chagrin que ça ferait à ton papa, je te jetterais dans le feu. Pauvre vieux, comme je le plains. »« Ah, atchoum! Atchoum! Atchoum !» Et il éternua 3 fois. « À vos souhaits, » dit Pinocchio. « Merci, mais il faut me plaindre moi aussi, parce que, comme tu le vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire ce mouton rôti. Et je te le dis, tu m'aurais été bien utile. Et maintenant j'ai pitié de toi. Alors, à ta place, je vais mettre dans le feu n'importe quelle marionnette de ma troupe. Holà, gendarmes !» À cet appel, apparurent 2 gendarmes de bois, longs, secs, le képi sur la tête et le sabre à la main. Alors le marionnettiste leur dit d'une voix tonitruante « Attrapez-moi cet arlequin, ficelez-le bien et jetez-le dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien rôti. » Imaginez-vous le pauvre arlequin. Il fut tellement épouvanté que ses jambes se replièrent sous lui et qu'il tomba par terre. Pinocchio, voyant ce spectacle lamentable, alla se jeter aux pieds du marionnettiste, et en pleurant et en sanglotant, en baignant de larmes sa longue barbe, il commença à lui dire d'une voix suppliante « Pitié, monsieur Mangefeu !»« Ici, il n'y a pas de monsieur !» répliqua durement le marionnettiste. « Pitié, monseigneur !»« Ici, il n'y a pas de monseigneur !»« Pitié, monsieur le commandant !»« Ici, il n'y a pas de commandant !»« Pitié, Excellence !» En s'entendant appeler Excellence, le marionnettiste réprima un sourire, et il devint tout d'un coup plus humain, et il dit à Pinocchio « Eh bien, que veux-tu de moi ?»« Je vous demande grâce pour le pauvre arlequin. »« Il n'y a pas de grâce qui tienne. Si je t'ai sauvé la vie, il faut que ce soit lui qui aille dans le feu, parce que je veux manger mon mouton bien rôti.
Dans ce cas, répondit fièrement Pinocchio, en se levant et en jetant son béret de mie de pain. Dans ce cas, je sais ce que je dois faire. Venez, messieurs les gendarmes, ligotez-moi et jetez-moi dans ces flammes. Ce n'est pas juste qu'Arlequin, mon ami, doive mourir pour moi. Ces mots, prononcés d'une voix forte et avec un accent héroïque, firent pleurer toutes les marionnettes qui assistaient à la scène. Même les gendarmes de bois pleuraient comme deux agneaux de lait. Mangefeu, au début, resta dur et immobile comme un bloc de glace. Mais ensuite, petit à petit, il commença lui aussi à s'apitoyer et à éternuer. Il éternua 4 ou 5 fois, puis ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio: « Tu es un brave garçon, viens ici et embrasse-moi. » Pinocchio courut à lui et, grimpant comme un écureuil sur la barbe du marionnettiste, il lui posa un gros baiser sur la pointe du nez. « Alors, la grâce est accordée ?» demanda le pauvre Arlequin avec un filet de voix qu'on entendait à peine. « La grâce est accordée, » répondit Mangefeu. Puis il ajouta, en soupirant et en hochant la tête: « Patience, pour aujourd'hui, je me résigne à manger mon mouton à moitié cru, mais une autre fois, gare à celui qui arrivera. » En entendant que la grâce était obtenue, tous les pantins coururent sur la scène et, allumant toutes les lumières comme pour une soirée de gala, ils commencèrent à sauter et à danser. Le jour se levait, qu'ils dansaient encore. Chapitre 12. Le lendemain, Mangefeu prit Pinocchio à part et lui demanda: « Comment s'appelle ton père ?»« Geppetto. »« Et quel est son métier ?»« Celui de pauvre. »« Il gagne beaucoup ?»« Il gagne tellement qu'il n'a jamais un centime en poche. Figurez-vous que pour m'acheter le livre de lecture pour l'école, il a dû vendre la seule veste qu'il avait, une veste qui, entre les trous et les reprises, n'était plus qu'une loque. Pauvre diable, il me fait pitié. Voici 5 pièces d'or. Va les lui porter tout de suite et fais-lui mes amitiés. » Pinocchio, comme on l'imagine facilement, remercia 1000 fois le marionnettiste, puis il embrassa l'une après l'autre toutes les marionnettes de la troupe, même les gendarmes, et, fou de joie, il se mit en route pour rentrer chez lui. Il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra un renard qui boitait d'un pied et un chat aveugle qui s'avançaient lentement en s'aidant l'un l'autre comme de bons compagnons d'aventure. Le renard, qui était boiteux, s'appuyait sur le chat, et le chat, qui était aveugle, se laissait guider par le renard. « Bonjour, Pinocchio, » dit le renard en le saluant poliment. « Comment sais-tu mon nom ?» demanda le pantin. « Je connais bien ton papa. »« Où l'as-tu vu ?»« Je l'ai vu hier sur le pas de sa porte. »« Et qu'est-ce qu'il faisait ?» Il était en manche de chemise et il tremblait de froid. Pauvre papa! Mais si Dieu le veut, à partir d'aujourd'hui, il ne tremblera plus. Et pourquoi ça? Parce que je suis devenu un grand seigneur. Un grand seigneur, toi, dit le renard. Et il commença à rire et à se moquer de lui. Et le chat riait aussi, mais pour ne pas le montrer, il se cachait les moustaches sous ses pattes de devant. « Vous pouvez rire tant que vous voulez !» cria Pinocchio, vexé. « Je regrette de vous mettre l'eau à la bouche, mais j'ai ici 5 belles pièces d'or. » Et il sortit les pièces que Mangefeu lui avait données. En entendant le sympathique son des écus, le renard, sans le vouloir, avança la patte qui semblait recroquevillée, et le chat ouvrit ses 2 yeux,
qui ressemblèrent à 2 lanternes vertes. Mais il les referma aussitôt, si vite que Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Et maintenant, dit le renard, que vas-tu faire de cet argent ? » « D'abord, je vais acheter pour mon papa une belle veste neuve, toute d'or et d'argent, avec les boutons en diamant. Et puis, j'achèterai un livre de lecture pour moi. »« Pour toi ? » ?»« Oui, c'est vrai, parce que je veux aller à l'école et me mettre à étudier pour de bon. »« Regarde-moi, dit le renard. C'est pour avoir aimé l'école que j'ai perdu une jambe. »« Regarde-moi, dit le chat. C'est parce que j'ai eu la passion d'étudier que j'ai perdu la vue de mes 2 yeux. » À ce moment-là, apparut un merle blanc, perché sur une haie qui bordait la rue, et qui lui dit « Pinocchio, n'écoute pas les mauvais conseils de tes compagnons, sinon tu t'en repentiras. » Pauvre merle, il aurait mieux fait de se taire. Le chat, dans un grand bond, lui tomba sur le dos, et sans lui donner le temps de dire « ouf », il le mangea en une bouchée, avec les plumes, les os et tout le reste. Après avoir mangé et s'être essuyé la bouche, il ferma les yeux comme avant et recommença à faire l'aveugle, comme avant. « Pauvre merle, dit Pinocchio au chat, pourquoi l'as-tu mangé ? » « Je l'ai mangé pour lui donner une bonne leçon. La prochaine fois, il ne dira pas n'importe quoi. » Il n'était pas arrivé à mi-chemin que le renard, s'arrêtant, dit au pantin de but en blanc « Veux-tu doubler tes pièces d'or ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Veux-tu, de tes misérables 5 pièces d'or, en faire 100, 1000, 2000 ? » « Bien sûr, mais comment faire ? » ?»« C'est très facile. Au lieu de rentrer chez toi, tu viens avec nous. »« Où voulez-vous m'emmener ? » ?»« Au pays des jobards. » Pinocchio réfléchit un moment, puis il dit résolument « Non, je ne veux pas aller avec vous. Maintenant, je suis tout près de ma maison et je veux rentrer et retrouver mon papa qui m'attend. Il a dû se faire beaucoup de soucis en ne me voyant pas revenir, le pauvre vieux, parce que je suis un mauvais fils, et le grillon avait bien raison quand il me disait « Les enfants désobéissants ne seront jamais heureux en ce monde. » Et je l'ai prouvé à mes dépens, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de malheurs. Et hier, j'étais à la maison de Mangefeu, et j'ai couru bien des dangers. Brrr, j'en tremble rien que d'y penser. « Donc, dit le renard, tu veux rentrer directement chez toi ? Eh bien, vas-y, et tant pis pour toi. »« Tant pis pour toi, répéta le chat. Réfléchis bien, Pinocchio, parce que tu tournes le dos à la fortune. »« À la fortune, répéta le chat. Et tes 5 pièces d'or, d'ici demain, elles seraient devenues 2000. »« 2000, répéta le chat. Mais comment est-ce possible ? Demanda Pinocchio, restant la bouche ouverte. Je t'explique, dit le renard. Il faut savoir que dans le pays des jobards, il y a un champ que tout le monde appelle le champ des miracles. Tu fais un petit trou dans ce champ et tu mets dedans, par exemple, 1 pièce d'or. Puis, tu bouches le trou avec un peu de terre, tu l'arroses avec 2 seaux d'eau tirés à la fontaine, tu jettes dessus 1 pincée de sel et tu vas tranquillement te coucher. Pendant la nuit, les pièces d'or germent, poussent et fleurissent, et le lendemain matin, tu retournes dans le champ, et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois un bel arbre chargé de tant de pièces d'or, autant qu'une belle récolte au mois de juin. « Vous dites donc, dit Pinocchio de plus en plus étonné, que si j'enterre dans ce champ mes 5 pièces, combien j'en trouverai demain matin ? » « C'est facile, répondit le renard. C'est un conte
qu'on peut faire sur le bout des doigts. Pour chaque pièce d'or, tu en récoltes 500. Tu multiplies par 5 et tu trouveras dans ta poche demain matin 2500 pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Formidable! Cria Pinocchio en dansant de joie. Dès que j'aurai ces pièces, j'en garderai 2000 pour moi et les 500 autres, je vous en ferai cadeau. Un cadeau à nous! Cria le renard en s'indignant et en faisant semblant d'être offensé. À Dieu ne plaise! À Dieu ne plaise! Répéta le chat. Nous, reprit le renard, nous ne travaillons pas par intérêt, nous travaillons uniquement pour enrichir les autres. Les autres, répéta le chat. Quelle brave personne, pensait Pinocchio. Et, oubliant son père, la veste neuve et le livre de lecture et toutes ses bonnes intentions, il dit au renard et au chat « Allons-y, je viens avec vous. » Chapitre 13. Ils marchèrent, 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 et arrivèrent enfin à l'auberge de l'Écrevisse Rouge. « Arrêtons-nous un peu ici, » dit le renard, « pour manger une bouchée de pain et nous reposer quelques heures. À minuit nous repartirons, pour être à l'auberge au Champ des Miracles. » Ils entrèrent dans l'auberge et s'assirent tous les trois à une table. Mais aucun d'eux n'avait faim. Le pauvre chat avait mal à l'estomac, ne put manger autre chose que 35 rougets à la sauce tomate et 4 portions de tripes au parmesan. Mais comme les tripes ne lui semblèrent pas bien assaisonnées, il se fit apporter 3 fois du beurre et du fromage sans supplément. Le renard aurait volontiers grignoté quelque chose lui aussi, mais le médecin lui avait ordonné de faire diète. Alors, il dut se contenter d'un lièvre avec une garniture de poularde de grasse et de petits poussins. Après le lièvre, il se fit apporter, pour changer, un plat de perdrix, de lapins, de lézards, de grenouilles et de petits oiseaux. Et après, il ne voulait plus rien. Il avait tant de dégoût pour la nourriture qu'il disait ne plus pouvoir rien avaler après ça. Celui qui mangea le moins fut Pinocchio. Il demanda une noix et un petit morceau de pain, et il en laissa la moitié dans l'assiette. Le pauvre garçon, en pensant sans arrêt au Champ des Miracles, avait attrapé une indigestion de pièces d'or. Quand ils eurent mangé, le renard dit à l'aubergiste « Donnez-nous 2 bonnes chambres, une pour monsieur Pinocchio et une autre pour moi et mon compagnon. Avant de repartir, nous allons faire un petit somme. Pensez à nous réveiller à minuit, parce que nous devons continuer notre voyage. »« Oui, messieurs, » répondit l'aubergiste, et il fit un clin d'œil au renard et au chat, comme pour dire « Je vous ai compris. » À peine Pinocchio se fut-il mis au lit qu'il s'endormit d'un coup et commença à rêver. Et dans son rêve, il lui semblait être dans un champ, et ce champ était plein de petits arbres chargés de grappes, et ces grappes étaient chargées de pièces d'or qui dansaient dans le vent en faisant « zin, zin, zin », ce qui voulait dire « ceux qui veulent nous prendre, qu'ils viennent !» Mais quand Pinocchio avança la main pour cueillir et empocher toutes ces pièces d'or, il fut éveillé brutalement par 3 coups violents frappés sur la porte de sa chambre. L'aubergiste venait dire que c'était minuit. « Et mes compagnons, est-ce qu'ils sont prêts ?»« Plus que prêts, ils sont partis il y a 2 heures. »« Pourquoi tant se dépêcher ?»« Parce que le chat a reçu un message disant que son grand-père, malade, était sur le point de mourir. »« Et le repas, ils vous l'ont payé ?»« Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des personnes trop bien élevées pour vous faire un tel affront. »« Dommage,
Cet affront-là m'aurait fait bien plaisir, dit Pinocchio en se grattant la tête. Puis il demanda « Où mes bons amis ont-ils dit qu'ils m'attendraient ?»« Au champ des miracles, demain, à la pointe du jour. » Pinocchio paya 1 pièce d'or pour le repas et celui de ses 2 compagnons, et il se mit en route. Mais on ne peut pas dire qu'il se mit en route parce que, hors de l'auberge, tout était noir, si noir qu'on n'y voyait rien du tout. Dans la campagne, autour de l'auberge, on n'entendait aucun bruit, même pas une feuille bouger. Seulement quelques oiseaux nocturnes qui, traversant la rue, venaient se poser sur le nez de Pinocchio, qui, faisant un saut en arrière, cria « Qui va là ?» Et l'écho des collines répétait dans le lointain « Qui va là? Qui va là? Qui va là ?» Il finit par se mettre en route. Mais pendant qu'il marchait, il vit sur le tronc d'un arbre un tout petit animal qui luisait d'une petite lumière pâle, comme un lumignon dans une lampe de porcelaine transparente. « Qui es-tu » demanda Pinocchio. « Je suis le fantôme du grillon qui parle, » répondit le petit animal, avec une voix faible, faible, qui semblait venir d'un autre monde. « Qu'est-ce que tu me veux ?» dit le pantin. « Je veux te donner un conseil. Retourne en arrière et porte les 4 pièces d'or qui te restent à ton pauvre papa, qui pleure et se désespère de ne plus te voir. Demain, mon papa sera un grand seigneur, parce que ces 4 pièces d'or vont en devenir 2000. Ne crois pas, mon garçon, ceux qui te promettent de devenir riche du jour au lendemain sans travailler. Ils sont fous ou menteurs. Écoute-moi, retourne chez toi. Et moi, au contraire, je veux continuer. Il est tard. Je veux continuer. La nuit est obscure. Je veux continuer. La route est dangereuse. Je veux continuer. Rappelle-toi, les enfants qui veulent faire leurs caprices, un jour ou l'autre, ils s'en repentiront. Toujours la même chanson. Bonne nuit, Grillon. Bonne nuit, Pinocchio. Et le ciel te protège des voleurs et des assassins. Et en disant cela, le grillon s'éteignit, comme une flamme quand on souffle dessus, et la route redevint encore plus obscure qu'avant. Chapitre 14. C'est vrai, se disait Pinocchio en reprenant sa route. Nous sommes bien malheureux, nous autres pauvres enfants. Tout le monde nous crie dessus, tout le monde nous gronde, tout le monde nous donne des conseils. À les entendre, ils voudraient tous être notre père ou notre maître. Tous, même le grillon. Et voilà, parce que je n'ai pas voulu donner raison à cet idiot de grillon, que de malheur, d'après lui, devrait m'arriver. Je devrais même rencontrer des assassins. Mais les assassins, moi, je n'y crois pas, parce que les assassins ont été inventés par les parents pour faire peur aux enfants qui veulent sortir la nuit. Et puis, même si j'en rencontrais la nuit sur mon chemin, qu'est-ce qu'ils pourraient bien me faire? J'irai les trouver et je leur dirai, en les regardant bien en face, « Messieurs les assassins, que me voulez-vous? Sachez qu'avec moi on ne plaisante pas. Donc passez votre chemin et taisez-vous. » Quand ils entendront cela, mes pauvres assassins, il me semble les voir prendre la poudre d'escampette. Et s'ils sont assez mal élevés pour ne pas vouloir s'échapper, c'est moi qui m'échapperai. Et ce sera fini, on n'en parlera plus. Mais Pinocchio ne put pas finir son raisonnement, parce que, à ce moment-là, il lui sembla entendre derrière lui comme un froissement de feuilles. Il se retourna et il vit 2 silhouettes noires comme si elles sortaient d'un sac de charbon, qui couraient derrière lui sur la pointe des pieds, comme s'ils étaient 2 fantômes. « Les voilà !» se dit-il, et, ne sachant
où cachaient les 4 pièces d'or, il les mit dans sa bouche sous sa langue. Puis il se mit à décamper. Mais il n'avait pas fait le premier pas, qu'il se sentit attrapé par les bras, et il entendit 2 horribles voix caverneuses lui dire « La bourse ou la vie ?» Pinocchio, qui ne pouvait répondre à cause des 4 pièces d'or qu'il avait dans la bouche, fit 1000 contorsions et 1000 grimaces pour faire comprendre à ces 2 bandits, dont on ne voyait que les yeux à travers les trous du masque, qu'il n'était qu'un pauvre pantin et qu'il n'avait pas un sou en poche. « Allez, allez, sors ton argent !» criaient les 2 brigands. Le pantin fit avec la tête et les mains un signe qui voulait dire « Je n'en ai pas !»« Sors ton argent ou tu es mort !» dit le plus grand des assassins. « Mort !» répéta l'autre. « Et après t'avoir tué, nous tuerons ton père aussi. Ton père aussi. »« Non, 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 pas mon pauvre papa !» cria Pinocchio avec désespoir. Mais, à crier ainsi, les pièces tintèrent dans sa bouche. « Ah, vaurien, tu avais caché ton argent sous ta langue, crache-le tout de suite !» Pinocchio ne bougea pas. « Ah, tu fais comme si tu n'entendais pas. Attends un peu, nous allons te le faire cracher. » L'un d'eux attrapa Pinocchio par le nez, l'autre par le menton, et ils commencèrent à tirer chacun d'un côté pour l'obliger à ouvrir la bouche. Mais ce fut en vain. La bouche du pantin paraissait clouée et vissée. Alors, le plus petit des assassins sortit un couteau et essaya de le lui enfoncer comme un levier entre les lèvres. Mais Pinocchio, vif comme l'éclair, attrapa la main avec sa bouche et, d'un coup de dent, la trancha. Et figurez-vous sa surprise quand, au lieu d'une main, il s'aperçut qu'il avait coupé une patte de chat. Encouragé par cette victoire, il se mit à donner des coups d'ongle aux assassins, se dégagea et, sautant par-dessus la haie, il s'enfuit dans la campagne. Et les assassins coururent derrière lui comme 2 chiens derrière un lapin. Et celui qui avait perdu une patte courait aussi, sans qu'on sache comment il faisait. Après une course de 15 kilomètres, Pinocchio n'en pouvait plus. Alors, ne voyant personne, il grimpa sur un pin très haut et s'assit au milieu des branches. Les assassins essayèrent de grimper eux aussi, mais au milieu du tronc, ils glissèrent et tombèrent par terre, en s'écorchant les mains et les pieds. Mais ils ne se tinrent pas pour vaincus. Et, entassant un peu de bois au pied du pin, ils y mirent le feu. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le pin commença à brûler et à se tordre, comme une bougie agitée par le vent. Pinocchio, voyant que les flammes montaient sans arrêt et ne voulant pas finir comme un pigeon rôti, bondit d'un arbre à l'autre, puis sauta par terre et se mit à courir de plus belle à travers les champs et les vignes. Et les assassins couraient toujours derrière, sans donner des signes de fatigue. Pendant ce temps, le jour commençait à se lever. Tout d'un coup, Pinocchio se trouva arrêté par un fossé, très large et très profond, plein d'une eau affreuse, couleur café au lait. Que faire? 1, 2, 3 cria le pantin, et s'élançant avec un grand élan, il se retrouva sur l'autre rive. Les assassins sautèrent eux aussi, mais comme ils n'avaient pas bien pris la mesure, patatouf, ils tombèrent en plein milieu du fossé. Pinocchio, entendant le grand bruit et les éclaboussures de l'eau, hurla en riant et en se remettant à courir. « Bon bain, messieurs les assassins !» Et déjà, il pensait qu'il s'était noyé, quand, se retournant pour regarder, il les vit qui lui couraient après, tous les 2, embarrassés dans leurs sacs et dégoulinés